Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. On va revenir sur un rendez-vous qui est prévu le 14 juin, la nuit du handicap, avec nos trois invités. Son Le Sœur, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Thierry Le Sœur, bonsoir. Et Yvan Camilly, bonsoir. Bonsoir. La nuit du handicap, qui me rappelle ce que c'est? Alors, la nuit du C'est handicap. incroyable, hein, c'est c'est tout de suite. Tous les regards. Heureusement qu'il ne nous a pas lancé le micro. Hein. Franchement, je pensais qu'il allait le faire. Ça serait bien que, oui. Allez, Merci, l'honneur aux femmes, c'est Et ça. voilà. Donc, voilà, l'événement de la nuit du handicap, c'est une co-construction avec tous les partenaires associatifs qui tournent autour du handicap et plus largement autour de l'inclusion. Donc, c'est un événement qui sera festif et offert au grand public. Et nous vous invitons à venir vivre une expérience autrement avec des personnes qui vous montreront comment. D'accord. Je vais reprendre. Le rendez-vous, c'est pour proposer des activités, Tout à fait. proposer une animation. Oui, des activités sportives, des parcours sensoriels et des jeux. Voilà. C'est ce qu'on va retrouver principalement sur cette journée. La question que je voulais vous poser pour cette émission, est-ce qu'aujourd'hui, de par ce cheminement que vous avez, est-ce que vous vous rendez compte que la société connaît toujours des problèmes, à regarder le handicap d'une manière générale? Est-ce que ça, vous le voyez, que la société, elle n'est pas prête? Oui. Oui. On le vit à travers notre fils, effectivement. On a cette problématique d'intégrer ou qu'il soit comme tout le monde. Et souvent, on est mis à l'écart, même avec une AVS. Et souvent, je l'ai toujours retrouvé à part la classe et faire dans son coin et non avec les autres. Voilà, même si des personnes ont envie que ça change, et il y a des personnes qui aimeraient, mais le système est que, et je pense c'est chacun aussi des parents de vouloir que son enfant évolue quand même. Voilà, on est dans un monde de compétition et on a envie que, quel que soit dans le sport, soit dans l'éducation, un peu partout. Donc c'est vrai que c'est difficile de cohabiter les deux ensemble. Yvan Camilly, vous avez un handicap qui n'est pas visible. Les gens vous regardent de travers pas spécialement, mais comme mon handicap est invisible, il ne se voit pas en lui-même, mais il peut me poser des problèmes dans certains cas, on va dire, quoi. Comme lors d'une formation que j'ai eue chez Epitech il y a quelques années de ça, où cette formation devait durer 9 mois, et au bout d'un mois, j'ai dû passer une semaine à l'hôpital. Et après cette semaine, l'hôpital a décidé de me mettre en arrêt maladie. Donc du coup, j'ai dû annuler cette formation en elle-même que j'avais préparée, que j'avais commencé à faire, quoi. Le handicap est vraiment un handicap à ce moment-là. Oui, parce que je veux dire, je suis obligé d'être à part. Voilà, d'être à part, et je suis obligé de m'absenter, on va dire, de la formation. Si une formation dure 8 heures, je vais être obligé de m'absenter peut-être 1 ou 2 heures à raison de plusieurs intervalles, on va dire. D'accord. Thierry Le Sœur, quand on parle de handicap, quand on vous regarde, je dirais à la rigueur, les gens ne voient pas le handicap de votre fils. Quand vous en parlez, ça change le comportement? Moi, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est pas de faire comprendre en fait, c'est de simplement prévenir. Voilà, les gens pour pas qu'ils aient de réactions, de peur, d'étonnement, etc. Simplement d'expliquer très rapidement en fait que l'enfant, voilà, il a beaucoup de retard intellectuel, physique aussi, puisqu'il n'est pas très grand.
et d'expliquer aussi pourquoi sa spontanéité. Notre fils va beaucoup vers les autres, va attraper les gens, faire des câlins, etc. Et là, de dire, bon, écoutez, si ça vous dérange, en tout cas, sachez que voilà, vous pouvez tout à fait refuser le câlin, refuser ce comportement qui est des fois peut-être un peu inhabituel. Voilà. Donc, mais le faire, j'ai envie de dire, simplement, le plus simplement possible et le plus naturellement possible. Aujourd'hui, on sort beaucoup avec notre fils, il va partout où on va, moi, à la limite, c'est plus les autres, le regard des autres m'indiffère un peu moins qu'avant. C'est nous. Voilà. Avant, c'est nous qui sommes gênés. Non, mais avant, oui, on était gênés, mais maintenant, de moins en moins, moi, personnellement. Mais j'explique quand même, j'essaye d'être un peu plus dans l'explication. Justement, ce travail d'explication qu'on doit, d'une façon ou d'une autre, le faire parce qu'on n'a pas d'autres alternatives, comment trouver un support ou un moyen pour que on n'ait pas toujours à répéter toujours les mêmes choses aux personnes différentes. C'est pas leur faute, hein. Je dis pas que c'est leur faute, mais à un moment donné, c'est fastidieux, je pense. Oui. Oui. C'est vrai que quand on sort, on voit pas beaucoup, surtout dans le parc des enfants. Notre fils, quand il y va, il joue un peu différemment des autres enfants. Il adore jouer avec les portes. Il ouvre, il ferme, il fait sortir les gens, il referme, il ouvre. Et il y a le regard des autres enfants, effectivement, mais peut-être curieux, mais pas du tout méchant, quoi que ce soit. C'est là que des fois on leur explique que ils parlent pas ou ils parlent un peu différemment, et ils sont hyper attentifs. Et nous, je ne sais pas si on a un regard hyper objectif, parce qu'avec notre enfant, tout se passe bien en général. Donc, je ne sais pas si on est les meilleurs exemples pour donner. En fait, je vous interromps là-dessus. C'est que vous avez créé votre monde à vous, avec votre enfant, avec la communication que vous avez mis en place. Pour vous, c'est naturel. Pour d'autres qui viennent et qui regardent, oui, mais à force de le faire, c'est devenu naturel. Ouais. Et du coup, si les gens sortaient un peu plus, un peu partout, et tout le monde acceptait ça, je pense que le naturel, on n'aurait plus besoin d'expliquer. oui. C'est ça qui manque. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de commodité, de mobilité, effectivement, pour sortir. Il faut pas oublier l'accessibilité, tout ça. Mais si tout le monde pouvait quand même plus être en interaction, il y aurait moins ce regard ou ces questionnements, effectivement. Yvan Camugui, quand on essaye de faire comprendre à l'autre c'est quoi un handicap, j'ai toujours trouvé ça paradoxal. On a l'impression qu'on est coupable de quelque chose quand on leur explique. C'est vrai que je pense que c'est un peu ça aussi. Je sais que moi, je suis mal à l'aise d'une certaine manière de l'avoir, mais en même temps, depuis quelques années, je sens que j'hésite moins à en parler. D'accord. Donc je sais que par rapport à la crise que j'ai eue par rapport au centre de formation, depuis j'ai dû en parler peut-être 3 fois. Une fois lors d'un webinaire sur LinkedIn et 2 autres fois lors d'événements réels, aussi bien à Saint-Paul que avec un autre événement qui a eu lieu le mois dernier justement par rapport à ça. Et du coup, je suis plus à l'aise d'une certaine manière pour en parler aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui même, parce que je ne m'attendais pas à ce que vous me posiez la question sur mon handicap, mais c'est vrai que dans certains cas, je suis peut-être plus à l'aise aujourd'hui à en parler qu'avant. En fait, c'était un petit peu un piège, en fait. J'ai posé la question. Est-ce que... Je vais juste dire pourquoi. Parce que il fallait quand même faire cet effort de venir au micro, de venir s'asseoir là. Et c'est la 3e fois que vous venez à ce micro. Alors, entre le premier et le deuxième, et le 3e, qu'est-ce qui a évolué? La première fois et la 3e fois? Une meilleure confiance en moi, je pense, pour répondre aux questions. Et un peu plus d'aisance, peut-être, également.
Donc, voilà ce que... Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a rien de difficile. Il faut juste franchir le pas. C'est la première fois qui compte. Quand on a franchi le pas et on connaît c'est quoi venir sur ce plateau pour parler, il n'y a rien de particulier. Non, pas spécialement. Après, bon, c'est vrai qu'ayant participé à plusieurs Startup Weekend ou d'autres événements où j'ai dû pitcher ou parler devant un public, bon, ben, du coup, ça, hein, ces événements, on va le dire, m'ont permis d'être plus à l'aise aussi, quoi. J'ai fait ça. Je sais pourquoi. Parce que c'est ça ce que j'essaye de faire depuis des années. Avant, je le faisais dans la presse. J'allais suivre les activités sportives ou les compétitions sportives des personnes porteuses de handicap. Ça me permettait de les mettre en avant dans un journal, de parler d'eux. Et aujourd'hui, sur un plateau télé, les choses ne sont pas identiques. Parce que la personne, cette fois-ci, elle s'affiche. Elle vient. Franchir un pas, c'est pas quelque chose de simple. Et vous l'avez fait. Bravo à vous. Merci. Et Thierry Le Sœur, c'est pareil. Je veux dire, tout à l'heure, je disais, quand on doit parler du handicap, on n'est pas face à la caméra, mais on est face à des gens. Et là, il faut regarder si on peut lire un peu leur langage corporel, à quel moment, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. C'est un exercice de style de communication, quoi. Ah, complètement. Après, c'est vrai, nous ne sommes pas porteurs de handicap, hein, ma femme et moi, hein, c'est vraiment notre fils, mais c'est vraiment lui qui nous inspire, en fait, hein, et qui nous donne aussi ce courage, peut-être, hein, de prendre un micro, de venir nous voir, parce que c'est vrai que l'exercice n'est pas naturel, hein, j'ai envie de dire. Mais on passe au-delà. Et c'est vrai qu'il faut aller même plus loin encore, je pense qu'on est un peu plus armé aujourd'hui. Moi, je pense que par rapport à toi, Thierry, mon mari, ma première étape d'accepter le handicap de mon fils, c'est quand il était dans mon ventre. J'ai refusé cet enfant parce que je ne voyais absolument pas comment moi, je pouvais élever un enfant on m'avait dit qu'il pourrait être trisomique. Et moi-même, j'étais pas bien dans ma peau. J'étais pas bien face au regard des gens. Et du coup, être affichée avec un enfant en plus avec ses problématiques, et moi, me dit impossible. Et j'ai voulu avorter. C'est pas que j'ai voulu, je voulais avorter. Jusqu'au bout, on m'a dit non, il n'est pas triso, il n'est pas ci, il n'est pas là. Donc j'ai dit non, je ne garderai pas un enfant handicapé. Pour moi, l'handicap aussi, c'était, je ne savais pas. Et c'était resté avec une jambe en moins. Je t'ai même dit, est-ce que tu acceptes un enfant avec une jambe en moins, avec un bras en moins? Moi, je ne sais pas. J'ai refusé tout ça, hein, jusqu'à l'arrivée, parce qu'on ne savait pas ce qu'il avait. Il est arrivé. Et je me dis, non, donc du coup, ça devrait bien se passer quand même. Mais non, mais il est arrivé handicapé, hypotonique. Voilà, il a passé des mois et des mois à l'hôpital. Et je n'ai pas accepté, j'ai mis du temps à accepter ça. Ça aussi, c'était une première étape, et je dirais que ça fait 10 ans, à peu près, même pas, parce que ça fait 11 ans qu'on est là, que j'accepte son handicap. Et vous savez, ce que j'apprécie dans ce que vous venez de dire, c'est le parcours que vous avez réalisé. Parce que vous avez dû vraiment aller chercher en vous des choses que vous ne l'aurez pas fait si vous n'avez pas traversé cet épisode de votre vie. Si je suis là, c'est grâce à lui. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je suis en train de faire l'événement, tout ça, et tout mon projet qui tourne autour. C'est incroyable, hein, parce qu'on regarde toujours le handicap comme vraiment un handicap, mais on ne voit pas ce que cet handicap peut amener chez le porteur ou la porteuse de handicap, et aussi son environnement. C'est proche. Ça vous donne une telle énergie, vous devez aller chercher tellement de choses que parfois vous dites, mais c'est pas possible que j'ai pu faire ceci, que j'ai pu réussir cela. Mais la personne, l'enfant qui a cet handicap est vraiment une source d'inspiration telle que c'est incroyable, quoi. Je le dis comme ça, mais c'est simple quand je le dis, mais il faut aussi le vivre.
Parce que le vivre, c'est pas quelque chose de simple. C'est aussi très, très épuisant, et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment pour les aidants, et heureusement, hein, parce que c'est vrai qu'au quotidien, si le couple est très uni et vraiment et marche bien, on peut s'en sortir, mais dès lors où c'est pas toujours le cas, c'est compliqué, hein, bien sûr. Mais moi, je suis toujours ému, moi, quand j'entends cette histoire, parce que bon, je l'ai vécu aussi différemment, mais c'est très fort, et je pense que de l'accepter, le handicap, hein, c'est pas... Moi, ça m'a jamais posé vraiment de problème. Je sais pas, je dis bon, bah oui, bon, pourquoi pas. Toi, tu as accepté l'enfant. On essaye, l'enfant. on verra, de toute manière, on l'accepte, et puis on y va. Mais j'imagine que dans la tête de beaucoup de parents, de familles... La posture de Thierry Lozor, c'est son chemin de vie. Oui, si cet enfant doit venir, c'est comme ça. Il viendra. Ouais. C'est pas... Le karma. Aussi, c'est pas une manière. Le karma, je suis pas forcément croyant. Non, c'est pas la vie. Non, oui, non, la vie. c'est pas forcément religieux. Non, pas religieux. C'est un chemin de vie. C'est ça. C'est le karma. Ça arrive. C'est pas moi. Les gens quand ils disent le karma, c'est toujours négatif. Pour moi, le karma, c'est un chemin de vie. C'est pas positif ou négatif. Il y a tout dedans. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que accepter ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes ou de couples qui font les examens pour savoir si l'enfant est comme ils veulent ou pas. Et parfois, on peut comprendre, hein, mais est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas, là, chacun juge. Et pourquoi je vous ai dit ça aussi? Parce que un avortement n'est pas aussi simple que ça. Oui, non. C'est pour ça que je vous ai dit ça. C'est pas facile non plus pour moi de le dire, parce que il faut vivre le moment et vivre aussi après, surtout. Et c'est pour ça qu'il faut bien prendre les choses dans un contexte le plus large possible pour savoir qu'est-ce qu'on assume, qu'est-ce qu'on n'assume pas, et qu'est-ce qu'on aura aussi à assumer après. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand vous vous préparez à mettre en place la nuit du handicap, c'est quelque chose quand même qui, pour vous, j'allais dire, c'est aussi une récompense. Je pense que oui, c'est le chemin que, s'il est arrivé là, c'est que peut-être c'est mon chemin. Aussi pas comme tu dis, c'est le chemin de la vie, peut-être le karma, et que vous savez, je viens quand même de très très loin, parce que je me suis pas acceptée moi-même déjà. Donc, mon handicap était là. Donc du coup, Gabriel qui me montre vraiment que la rencontre, aller vers les gens, c'est bon. Je vais pas raconter toute ma vie, mais c'est vraiment un exemple. Et moi, c'est mon exemple. Et aujourd'hui, si j'en suis là à faire cet événement, c'est. Et je vais vous donner un autre exemple. Est-ce que vous vous rappelez dans quelle posture vous étiez pour la première émission et comment vous êtes aujourd'hui? La différence entre les deux moments. Est-ce que vous vous rappelez dans quelle posture vous étiez? Oui, c'est vrai que ça fait toujours, c'est effrayant de non, c'était pas effrayant. C'est que vous étiez pas aussi détendu, vous n'étiez pas aussi positive. Là, vous êtes détendu et positive. Vous êtes dans la construction de quelque chose. Alors que je pense que pour notre première émission, c'est un peu comme si on vous avait tiré par la main et amené ici. Oui, parce que je ne pensais pas que quelqu'un pouvait m'écouter parce que je suis... c'est vrai, mon handicap à moi, ma vulnérabilité, c'est que pour moi, personne ne m'aimait ou on me jugeait mal ou je ne faisais pas bien les choses et que moi, j'ai été adoptée, j'ai dû m'intégrer à la culture française, tout ça, et dans mon parcours, j'ai jamais eu de compliments ou de je suis moche, je suis pas ci, pas comme ça. Donc j'ai évolué comme ça. C'est pour ça qu'un enfant qui vient avec des problèmes, je me dis comment moi je vais l'aider à être mieux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu. Je peux vous répondre là-dessus. Personne n'était aussi mieux placé que vous pour accepter cet enfant. Je me pose encore cette question. Je le crois. Personne n'était mieux placé que vous pour accepter cet enfant. Parce que vous avez vécu tout ça avant. Donc, vous savez ce que lui, vous allez le protéger contre ça. C'est ça qui fait la différence. Et je crois que on se rend pas compte à quel point parfois la vie nous prépare à quelque chose. Et quand la vie nous prépare à ça, il faut être capable de faire face.
Et c'est pas évident, hein, je veux dire que... Non, parce qu'on m'a dit il est venu pour moi, mais Oui, non, je vous le dis, je ne vais pas vous dire que je sais, je ne sais pas. Mais je crois que s'il y a quelqu'un qui était capable de recevoir cet enfant, c'est vous. Et c'est ça qui est magnifique. Et je pense que, et votre posture, je pense que vous êtes là, et quand vous voyez après l'amour que peut avoir une mère avec cet enfant qu'elle n'a pas désiré par moment, ça doit être un changement. Ah oui, c'est devenu un guide, l'enfant. Ouais. C'est étonnant, hein, Ouais. dans nos choix, dans nos vies, dans nos déplacements, dans ce qu'on fait, hein, au fait, au quotidien. Hein, voilà, on fait un peu plus attention, mais bon, voilà, c'est le karma, quoi. Et je vais vous raconter une histoire. C'est un père qui courait toujours ses courses pédestres, et ses 10 km, avec son fils dans une sorte de géolette qui poussait devant lui, et il courait toujours avec son enfant, handicapé. Il était trisomique, je crois. Et un jour, il a voulu aller à la course sans son fils. Ça a été la pire course qu'il a faite. Parce qu'il s'était habitué à toujours avoir son fils qu'il poussait devant lui, et il faisait la course avec son fils. Et le jour où il est parti sans son fils, parce qu'il pleuvait, je crois, ce jour-là, ça a été une course. Il était perdu, il était tout seul, il savait pas parfois où il était, quoi. C'est pour ça que je dis des fois, et quand Thierry Le Sœur parle de guide, c'est l'enfant qui est le guide à ce moment-là. Bon, pour la petite anecdote aussi, hein, on fait du vélo, un tricycle, hein, Ouais. un peu stabilisé là pour Gabi. On fait ça sur le parcours du front de mer, mais depuis qu'on le fait, on fait à peu près deux fois par semaine. On n'a jamais rencontré autant de monde. C'est-à-dire que Gabi s'arrête, il va voir les animaux, il arrête les gens, il fait du vélo, il check les gens en passant. Ouais. Et les gens, bon, ils sont un peu interpellés, et puis il y en a que ça... Ah, moi, comment ça va? Du coup, ils s'arrêtent, il y a une petite discussion, papa qui est derrière qui arrive un peu à la traîne, et voilà, blablabla. Mais je sais pas, on rencontre 5-6 personnes à chaque sortie, des gens avec qui on n'aurait jamais eu de discussion. Et ben, le gamin, il crée ces événements-là, ces petits événements, et moi, je suis très sensible. Et on dit souvent, notre gamin n'est pas comme les autres. Ben, il est plus que les autres. Quel gamin va faire ça sur un front de mer? Et je connais un enfant, il n'a pas de problème particulier, mais lui, quand il passe, il dit bonjour. Si on lui répond pas, il va dire je vous ai dit bonjour. Ah, génial. Génial, mais non, mais c'est un peu le même, un peu dans le même esprit. Ouais. Ouais, et ça, je trouve ça fantastique. Ah ouais. Comment un enfant est capable, du haut de 6-7 ans, d'aller dire à un adulte, mais moi, je vous ai dit bonjour, vous m'avez pas répondu. Il a dit qu'il fallait dire bonjour. bah oui. Il dit pourquoi tu dis pas bonjour? Voilà, j'attends. Et c'est pour ça que, encore une fois, quand on dit l'enfant est le guide, l'enfant permet de transcender les choses. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas aussi. Bah, quel que soit l'enfant. Ouais, quel que soit l'enfant. Ouais. Parce que quand il allait en maternelle classique, avec une AVS, tous les enfants, ils étaient très ouverts, très accueillants avec Gabriel, tout se passait bien. Mais c'est les adultes qui les mettaient dans les... C'est toujours les adultes qui ne veulent pas que l'enfant fréquente, leur enfant fréquente un enfant différent. C'est là aussi le regard de l'adulte est bien plus... Ouais, voilà. C'est pas de la méchanceté, hein, c'est souvent de la méconnaissance, des discussions qu'il n'y a pas eu en amont, des choses comme ça. Son parcours, oui. Parce qu'ils pensent protéger leur enfant contre l'enfant. Parce qu'ils ne savent pas comment l'enfant peut réagir. Exactement. Donc, ils essayent de protéger leur enfant. Ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut tout à fait comprendre. C'est tout à fait compréhensible que les parents protègent ses enfants, son enfant. Mais Gabi a 2 grands frères, et on a eu plus de problèmes avec son grand frère à l'école maternelle, qui pinçait, qui griffait les petits copains, qu'avec Gabi, qui lui était plutôt... Comme quoi, à chaque fois, quand on regarde, c'est différent. En tout cas, on est arrivé à la fin, on a dépassé de 2 à 3 minutes le temps qui nous a imparti. Merci à vous trois, merci à Yvan Camugli, merci à Thierry Le Sœur et merci à Son Le Sœur. Merci à vous. On rappelle donc la nuit du handicap le 14 juin à Saint-Paul. À Saint-Paul, au gymnase. Complexe sportif de Saint-Paul, c'est 270... Près du collège Antoine Soubou. Oui, au 270 rue... Oh là, je me suis lancé. Harry. Près du collège Antoine Soubou. Voilà. On va garder ça. D'accord. Merci à vous.
Au plaisir de vous revoir sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.